on a une moyenne d'environ 40% d'ARR chaque année. Peut-être une petite traduction de ce que veut dire 40% d'ARR. Faire presque une fois et demie tous les ans ce qu'on faisait l'année précédente. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mickaël. Bonjour Mickaël. Salut Clément, merci de m'accueillir. Mickaël a 42 ans, il est directeur général et actionnaire majoritaire de Axialis. Actuellement, on parle d'un ordre de grandeur de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Axialis qui est une entreprise qui a d'abord été dans les télécommunications avant de totalement pivoter son business model en 2016 pour devenir un SaaS. 2016, effectivement, on a tout repris de zéro, on a refondé une nouvelle aventure avec un nouveau business model. Donc on est vraiment sur une entreprise qui a eu une croissance régulière, stable, etc. jusqu'à un certain point de sa vie où elle a dû totalement se réinventer parce que le marché changeait. Il faut pas le faire de manière brutale parce que sinon effectivement tu risques de perdre beaucoup de gens. Mickaël Doliner, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. Aujourd'hui, l'objectif, c'est un petit peu de parler de toi, c'est-à-dire que tu as un parcours qui est très riche d'entrepreneur. Tu as fondé une entreprise qui a eu plusieurs facettes au cours de son développement. Tu as commencé dans les télécommunications, après tu as eu des expériences dans le côté SaaS. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelle a été vraiment la première expérience, entre guillemets, entrepreneuriale ? Ça a été quoi ton premier côté qui t'a fait te dire « Ok, en fait, peut-être que c'est vers cette voie-là que j'ai envie d'aller ». Moi, cette boîte, c'est pas moi qui l'ai fondée, je l'ai refondée. Donc on va venir un peu plus dans les détails, je pense, après. Ce qui est intéressant peut-être d'évoquer, c'est ce qui m'a amené à entreprendre finalement. Et c'est d'abord un parcours scolaire un peu atypique. Parce que j'étais pas un garçon très en phase avec le système scolaire. On peut dire même que j'étais un garçon assez turbulent, qui avait un peu de mal à se conformer à ce qui était attendu par le système. J'ai pas fait de grandes études, donc je me considère plutôt comme un autodidacte. Et je suis rentré dans cette société Axialis à 21 ans, après des études avorté après plusieurs tentatives dans différentes directions. Et c'est au fur et à mesure, alors je pensais rester 1 an ou 2 dans cette boîte pour y apprendre un métier. Et en fait, j'y ai appris un métier, bien sûr, mais j'y ai appris plusieurs métiers. J'ai fait plein de choses différentes dans cette société, en commençant par le commercial, le marketing, le digital, les relations institutionnelles. Et puis au fur et à mesure de la vie de la société, je me suis retrouvé effectivement dans une position d'entrepreneur. Et là, j'ai dû changer complètement de mindset. Quand t'es arrivé, c'était quand exactement ? Et quand tu reprends vraiment les rênes de la société, c'était quand ? Alors moi, j'ai rejoint la société en 2002, septembre 2002. J'avais donc 21 ans et aujourd'hui on se parle, ça fait 21 ans donc que je l'ai rejoint, cette société. Et j'ai repris pleinement la direction générale. Alors ça s'est pas fait en un coup, ça a été par différents paliers, mais j'ai repris la direction générale en 2016 et je l'ai repris en binôme avec mon associé qui était l'ancien directeur technique de la société. Et tu étais actionnaire dès le départ ou ça s'est fait au fur et à mesure également ? Non, j'étais pas actionnaire dès le départ, ça s'est fait au fur et à mesure. Je suis rentré comme salarié au SMIC sur un poste commercial et puis au fur et à mesure du temps et de mon implication grandissante dans la société, j'ai d'abord été récompensé avec des actions gratuites sur des petites proportions et puis je suis monté comme ça dans le capital pour finir par racheter la majorité de la société. Du coup, Mickaël, déjà pour commencer un petit peu sur ton histoire personnelle, t'as quand même un côté où t'es entrepreneur, je pense que t'as ça peut-être un petit peu dans les veines. Notamment, il s'est passé pas mal de choses avant même que tu entres dans la vie professionnelle, peut-être un petit peu à l'école pendant que tu faisais tes études, qui déjà pouvaient laisser un petit peu entrevoir ce côté entrepreneur, notamment au niveau de peut-être ton comportement, des petites anecdotes comme ça. Est-ce que tu as quelques petites anecdotes à nous partager à ce sujet-là pour commencer ? Ouais, bien sûr. En fait, alors, je sais pas si à l'époque on pouvait deviner que j'allais devenir entrepreneur. En tout cas, je pense que mon parcours scolaire ou mon parcours de jeunesse, moi j'étais un garçon qui était assez turbulent. Arrivé au collège, j'ai commencé à avoir du mal à me conformer à ce qu'on attend de moi, à ce que le système scolaire attend des élèves en général. Mais si tu veux, la première anecdote fondatrice, elle remonte même bien avant ça, il n'y a pas très longtemps. Ma maman m'a ressorti un prix que j'ai obtenu à la maternelle, qui était le prix de déménagement. C'est-à-dire que j'arrivais le matin à la maternelle, on m'a raconté, parce que je ne me souviens plus, et que je déménageais les tables, les chaises, et que
j'étais avec une équipe là et on s'occupait de remanier tout ça. Et donc j'avais déjà un peu la bougeotte et j'avais déjà du mal à rester les fesses posées sur une chaise. Et donc effectivement, arrivé au collège, quand on commence à te demander, et je m'en rends encore plus compte aujourd'hui que mes 2 enfants sont au collège, on te demande il y a un certain niveau d'exigence, de concentration, d'excellence même. Et là, ça a complètement décroché. Et donc je n'arrivais pas à être dans le rôle du bon élève. Et donc j'ai trouvé un autre rôle. J'ai cherché et trouvé un autre rôle. Donc j'ai eu le rôle du garçon qui fait plutôt rire les copains en faisant un peu n'importe quoi, en dépassant les limites à l'occasion et surtout vis-à-vis des profs. Beaucoup de mal avec l'autorité imposée. J'ai toujours eu un certain caractère rebelle à l'autorité. Alors ça pouvait très bien fonctionner avec 1 ou 2 profs comme ça, un peu de manière exceptionnelle, parce que je suis un garçon qui marche à l'affect. Et donc quand un prof était psychologue, il savait prendre les élèves, etc., ça se passait très bien. Je pouvais être dans l'adhésion, mais j'avais du mal avec l'autorité imposée. Puis j'ai aussi trouvé le rôle de celui qui aimait bien se bagarrer un peu, ou en tout cas qui le faisait facilement. J'ai eu le rôle un peu de celui qui se met en marge. Et donc forcément, je pense que ça a forgé l'adolescent, puis l'adulte que je suis devenu. Après mon bac, que j'ai eu contre toute attente, parce que si tu veux, moi, quand j'ai eu 16 ans, j'ai été voir mes parents, je leur ai dit, bon, c'est quoi l'âge légal pour arrêter l'école? Ils m'ont dit 16 ans, je dis, c'est cool, j'arrête. Ils m'ont dit, non, retourne dans ta chambre, tu vas commencer par passer ton bac. Régulièrement, je revenais les voir pour les tanner sur le sujet, et j'avais toujours le droit à la même réponse, et je les en remercie aujourd'hui, parce que c'est important quand même d'avoir un minimum d'éducation généraliste jusqu'à un certain âge. Et donc j'ai eu mon bac, mes copains d'école n'ont pas compris vraiment ce qui s'est passé, je t'avouerai que moi non plus, mais j'y suis arrivé. Et puis derrière, j'ai exploré des pistes différentes. J'ai fait une prépa Sciences Po sur l'insistance de ma mère, alors que moi je me voyais bien glander en fac et retaper ma première année comme tous mes potes. Et en fait, c'est la seule année d'études où j'ai vraiment pris du plaisir parce que les matières m'intéressaient, et surtout il y avait des profs en face qui étaient d'une grande qualité. Donc ça me venait pas à l'esprit de sécher les cours, parce que j'étais heureux d'entendre ces conférences quelque part plus que des cours. Après, ça m'a pas transformé en bête à concours, donc évidemment j'ai pas eu d'IEP derrière. Puis après, j'ai traîné mes basques 2 ans dans 2 écoles de commerce différentes. En fait, je me retrouvais surtout devant l'école de commerce avec les copains pour aller après prendre mon petit-déj au pain quotidien qui était à côté de l'école. Donc j'ai un peu perdu mon temps, même si je me suis bien marré, que je me suis bien amusé. Et parallèlement à ça, j'avais un vrai manque parce que j'avais vraiment envie d'apprendre à faire quelque chose de mes 10 doigts. J'avais vraiment envie d'apprendre un métier. Et oui, j'ai été beaucoup plus attiré par le business que par d'autres sujets. C'est en ça peut-être que l'entrepreneuriat était dans mes veines sans que je le sache. En tout cas, oui, c'était le monde de l'entreprise qui m'attirait. Et j'ai rejoint Axialis donc en 2002 en pensant que j'allais y rester 1 an ou 2. Et au final, j'y suis toujours. Parce qu'en fait, Axialis, tu as d'abord rejoint en qualité de commercial. Absolument. Ok, parce qu'en fait, tu avais ce côté en toi où tu voulais faire du business, comme tu dis. Mais d'abord, ça s'est concrétisé par le fait de générer du business. Donc, tu n'as pas créé une entreprise, tu as rejoint un navire qui existait déjà et tu l'as fait grandir. Je l'ai rejoint en tant que commercial. Comme je ne savais rien faire, je suis rentré au SMIC et ça m'a permis effectivement d'apprendre un métier. Alors, on croit qu'on commence d'ailleurs facilement par le commercial en disant, bon, le commercial... c'est un truc, ça s'apprend pas, t'as la tchatch, etc. Ce qui est complètement évidemment faux, et encore plus dans l'écosystème dans lequel on évolue maintenant. C'est vraiment une science, le commercial. Je l'ai apprise sur le tas, je l'ai apprise pas très bien d'ailleurs. Je me suis jamais considéré comme un très bon commercial. Mais je l'ai suffisamment apprise pour savoir ce que c'est qu'un bon commercial. Et puis après, j'ai fait d'autres choses. Effectivement, assez rapidement, il y avait de l'espace dans cette société à l'époque pour relever différents défis qui ne voulaient pas forcément être relevés. Il y avait pas beaucoup de volontarisme parmi les seniors. Il y avait beaucoup de volontarisme de par la direction, mais en dessous, le middle management ou même les collaborateurs seniors n'étaient pas très enclins à sortir de leur zone de confort. Donc le premier challenge que j'ai relevé, ça faisait 2-3 ans que j'étais dans la boîte, c'était de monter une business unit sur des produits un peu packagés, alors que nous, à l'époque, on faisait que du développement d'applications vocales sur mesure. Et où il m'a été dit, oui, vas-y, fais-le, mais t'as pas de budget, très très peu.
Donc je dis mais comment je recrute des collaborateurs? On m'a dit t'as qu'à prendre des stagiaires ou des apprentis. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été notamment pitché dans des écoles. J'ai recruté 4 apprentis la première année, que j'ai fait travailler en binôme. Et puis j'en ai recruté 10 l'année suivante. Comme il y avait des résultats, on m'a donné finalement un peu de budget pour recruter un CDI. Donc j'ai recruté une collaboratrice marketing com en CDI et on a commencé à faire des salons et j'emmenais ma petite équipe de jeunes tous les mois, à peu près une fois par mois. On faisait un salon à Paris ou en province. Des salons qui étaient dédiés aux toutes petites structures, donc salon de la micro-entreprise ou salon des entrepreneurs. Et on faisait la tournée des provinces avec l'équipe. Cette société, elle a quand même un parcours très riche aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, elle a été fondée quand même dans les années 90. Et entre les années 90 et le moment où tu es arrivé, puis entre le moment où tu es arrivé puis le moment où tu as repris la direction de cette entreprise, Axelis, ça a changé quand même plusieurs fois de business model, c'est-à-dire de manière de gagner de l'argent. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler des différentes phases d'évolution qu'il y a eu, dans quel domaine ça a commencé et vers quoi ça a évolué après quand tu as repris vraiment la direction? Donc en fait, cette société, sous sa forme actuelle, elle est née en 99. Et elle est née de la fusion de 2 autres sociétés qui avaient un actionnariat commun. Une société qui avait été créée au début des années 90, qui était ce qu'on appelle une société télématique. C'était un centre-serveur Audiotel et Minitel. T'es trop jeune pour avoir connu. Et en 97, une autre société qui avait été fondée pour être une web agency, donc assez tôt, dans l'arrivée du web. Et puis les 2 sociétés ont fusionné en 99. Elle faisait encore pas mal de choses dans l'informatique et dans les télécoms. Et elle est devenue au début des années 2000, c'est-à-dire tout de suite après l'ouverture du marché à la concurrence, opérateur télécom. À l'époque, tu sais, il y avait un monopole qui était donc France Télécom sur ce marché. Le marché s'est ouvert à la fin des années 90 et à l'époque, c'était assez compliqué de devenir opérateur télécom, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui parfois avec des opérateurs qui n'ont que l'agrément, que le papier, mais qui ne savent pas vraiment opérer le métier technique. À l'époque, c'était assez compliqué de le devenir. Et notre cœur de métier, sur le segment qu'on opérait dans les télécoms, c'était les numéros spéciaux, qu'on appelle maintenant les numéros SVA pour service à valeur ajoutée. Donc, c'est des numéros qui commencent par 08 avec différents paliers tarifaires qui correspondent à des problématiques marketing différentes. Il y a du gratuit pour générer plutôt du trafic télécom, il y a du surtaxé pour au contraire le monétiser, et puis il y a tout un tas de paliers intermédiaires qui correspondent à des problématiques différentes. Et donc notre spécialité, c'était effectivement de collecter du trafic télécom sur ces numéros et bien sûr de développer des applications sur mesure derrière. Donc on avait déjà cette culture du développement. Alors ça s'appelait pas le SaaS ou le cloud à l'époque, on appelait ça l'ASP, c'est-à-dire que c'était hébergé chez nous et pas chez le client, mais on avait déjà cette culture à la fois de l'hébergement distant et du développement d'applications vocales. Et il y a quoi comme barrière à l'entrée dans ce type de business? Alors sur ce business d'opérateur télécom, la grosse barrière à l'entrée à l'époque, c'est d'obtenir la licence. Ça nous a pris environ une année en étant accompagné par un consultant et en déployant des infrastructures propres et des process assez complexes qui nous permettaient vraiment d'opérer le métier d'opérateur. Aujourd'hui, cette barrière elle est complètement tombée sur le marché des opérateurs télécoms. Pour devenir opérateur, aujourd'hui, il faut envoyer un courrier recommandé à l'ARCEP, qui est le régulateur, et si sous 15 jours on n'a pas de réponse, on est réputé opérateur. T'as quand même un côté où, je veux dire, opérateur téléphonique, moi dans ma tête, c'est quelqu'un qui a un réseau d'antennes en France et qui va se charger de faire en sorte que mon téléphone capte. Tu vois, c'est ça un petit peu l'image que j'ai. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est peut-être un peu différent? En fait, t'as opérateur télécom, ça recouvre plusieurs réalités. Tu as différents segments sur le marché des télécoms et effectivement, ce que tu décris, c'est les opérateurs de réseau qui ont les antennes et puis il y a les opérateurs de terminaison ou de départ, c'est-à-dire les opérateurs de terminaison, c'est ceux qui vendent la minute aux consommateurs. Puis il y a les opérateurs de collecte, comme ce qu'on était à l'époque, qu'on est toujours d'ailleurs par ailleurs, même si c'est plus notre cœur de métier, c'est-à-dire des opérateurs qui sont capables de collecter des appels entrants et qui ont des ressources en numérotation pour le faire. Et puis par ailleurs, nous on a aussi nos propres portes de collecte fibre et DSL, puisqu'on a des intercos avec la plupart des opérateurs en France et aussi un certain nombre à l'étranger. Donc en fait, il y a vraiment 2 choses différentes. Il y a le côté, on va dire, antenne physique, etc. Puis après, il y a le côté service qu'il y a derrière, où là, on peut avoir... parce que pour moi, opérateur téléphonique, en fait, il y en a 4.
Tu vois, tu as Orange, SFR, Free et Bouygues Télécom. Mais du coup, il peut y avoir d'autres opérateurs téléphoniques qui n'ont pas forcément de réseau, on va dire, de distribution physique en fait. Du coup, comment ça se passe dans ces cas-là? Vous empruntez, vous achetez des minutes à justement ces opérateurs qui ont les réseaux ou comment ça se passe? Absolument. Bon, d'abord, des opérateurs télécoms, il y en a des dizaines en France, des dizaines et des dizaines, et qui effectivement occupent des segments différents. Et bien sûr, ils se vendent des services entre eux, ces opérateurs. Et d'ailleurs, tu as des grands groupes comme Orange, le principal en France, qui a plusieurs types d'opérateurs dans son groupe, qui a un opérateur de réseau, qui a un opérateur de service, un opérateur mobile. Voilà, il y a effectivement tous ces segments qui s'articulent, et les opérateurs entre eux se vendent et se revendent des services, bien sûr. Il y a quoi comme type de réseau Moi, je crois on les a à peu près tous évoqués, sans vouloir rentrer dans des détails hyper techniques qui vont peut-être perdre un peu l'audience. Mais effectivement, tu as les réseaux, tu as la collecte, la terminaison, c'est-à-dire les appels sortants. Tu as dans les réseaux, tu as le physique et tu as le mobile. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est un marché qui est régulé, et il y a un catalogue, ce qu'on appelle le catalogue d'interco, qui détermine des prix auxquels les opérateurs entre eux doivent se revendre les prestations. Donc c'est assez normé, et c'est assez, du coup, on ne peut pas dire forcément que ce soit juste, parce que c'est toujours discutable, les prix qui sont pratiqués, mais en tout cas, ils sont annoncés, affichés à l'avance, et publics. Du coup, moi, ma question, c'était par rapport au recrutement. C'est marrant parce que tu dis le métier de commercial, c'est un métier qui s'apprend, justement, mais j'avais l'impression qu'en fait, tu vendais le poste que tu recherchais à des élèves, à des étudiants, pour que eux te rejoignent. Donc en fait, la vente a aussi pris la forme du recrutement à un moment. C'est deux sortes de ventes différentes. La vente, quand tu dois faire signer un prospect pour qu'il devienne client, en tout cas dans notre écosystème aujourd'hui, qui est l'édition de logiciels SaaS, c'est vraiment très scientifique. Il y a une organisation qui est hyper pointue, c'est très scientifique quelque part. Dans le recrutement, je dirais pas qu'il n'y a aucune science, évidemment, mais on est plus dans un rapport de séduction. On est plus dans un aspect psychologique. Bien sûr, il y a des process, bien sûr, il y a des écueils à éviter, il y a des choses à mettre en place, il y a des process, tout ça est évident, mais je pense que ce qui fait qu'à un moment donné, un collaborateur te rejoint toi plutôt qu'une autre boîte, en fait, c'est toi qui le rejoins en tant que manager ou entrepreneur. Enfin, il rejoint un N+1, il rejoint une équipe, il rejoint une culture d'entreprise, et tout ça est de l'ordre de l'affect. Des choses évidentes et de base qui rentrent en ligne de compte, la rémunération, les conditions de travail, les congés, les avantages, toutes ces choses-là, mais ce qui vraiment fait qu'il va rejoindre ta société ou ton équipe et qui va avoir envie de se battre pour toi, c'est l'aspect affectif avant tout. Une fois que le client a été signé, il va rester chez toi parce que tu as développé une relation. Il va rester chez toi pour un tas de raisons qui sont très rationnelles, mais il va surtout rester chez toi parce qu'il a développé une relation affective avec toi et qui veut pas s'en défaire. Dans le cas du collaborateur, je pense que c'est ça qui déclenche sa signature, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution de ce côté commercial du coup chez Axalis? Comment tu as évolué au fil du temps? Donc là, tu nous as dit que tu avais quand même monté une équipe, etc. Mais comment s'est évolué ça après? Moi, j'ai connu plusieurs typologies de clients. On a connu plusieurs typologies de clients chez Axalis, parce qu'effectivement, quand j'ai commencé, j'étais donc commercial, et j'adressais une cible qui était composée essentiellement d'agences de communication et parfois d'annonceurs en direct. Puis j'ai assez vite développé une verticale e-commerce parce que c'était mon réseau relationnel naturel. Pas mal de typologies différentes dans tout ça. Et puis même quand on parle du e-commerce, tu as des e-commerçants où face à moi j'avais des boîtes de 10 personnes et puis des boîtes de 1000 personnes. Donc c'est encore complètement différent. Après, quand on a monté cette business unit avec beaucoup d'apprentis, donc comme je te disais, on adressait plutôt de la TPE, voire de la TTPE. Donc on se rapprochait presque du B2C. Une structure qui a 1, 2, 3 collaborateurs, on est dans de la relation très interpersonnelle, et les mécanismes sont très proches du B2C. Aujourd'hui c'est différent, on adresse beaucoup de secteurs d'activité distincts, et on est sur une cible qui est plutôt mid-market. Face à nous, des équipes qui sont quand même très structurées,
avec plusieurs parties prenantes aussi bien dans la décision, même s'il y a un porteur de projet qui est en première ligne, mais il y a beaucoup de parties prenantes à asseoir autour de la table, donc on est vraiment dans un processus qu'on appelle de vente complexe. Derrière, dans le run, dans le déroulé opérationnel, dans l'exploitation de la vie du client, on a des contacts avec les opérationnels des équipes, et à différents niveaux, que ce soit des managers ou des collaborateurs. Donc tout ça est de nature extrêmement variée, il faut savoir s'adapter à qui on a en face, c'est aussi notre métier. Il faut avant tout aimer être tourné vers l'autre. Il faut aimer, il faut avoir de l'empathie. De l'empathie au sens être capable de se mettre à la place de l'autre. En 2008, vous avez un petit peu évolué à ce niveau-là. En fait, pour remettre un petit peu dans le contexte, Axelis, quand tu es arrivé, c'était vraiment une entreprise dans le sens télécommunication, des répondeurs téléphoniques, ce genre de choses. C'était concrètement ça que vous aviez à mettre en place pour vos clients. Et en 2008, ce paradigme-là commence un petit peu à, entre guillemets, s'essouffler. Votre clientèle avait moins besoin de ce genre de service. Du coup, vous avez décidé de changer un petit peu. Et donc là, il y a un gros changement qui s'est opéré dans l'entreprise. Vous avez vraiment restructuré et proposé des offres totalement différentes. Comment vous l'avez vécu ça en interne au moment de ce changement-là? C'était pas un peu difficile de se dire ok, on doit vraiment revoir notre copie, changer un petit peu de produits qu'on vend comment tu l'as vécu? En 2008, c'est pas ça qui s'est passé. Ou alors c'est en 2016 que je te dis. Ouais, c'est en 2015. Donc je te disais, moi je rejoins Axialis en 2002, et à ce moment-là, le cœur de métier d'Axialis, c'est la commercialisation des numéros spéciaux et le développement d'applications vocales sur mesure. Et on bosse pour des organisations assez diverses, on bosse pour des agences de com qui revendent nos services à des marques de food ou de grande distribution pour dynamiser la marque, faire des opérations, des promos, des jeux, des lignes info-conso, des choses comme ça. On travaille beaucoup pour des radios. On a longtemps travaillé pour le groupe, pour RMC, pour le groupe Énergie, pour plein de radios différentes, radios classiques où on faisait les lignes antennes, donc les numéros qui permettaient de passer à l'antenne, de participer à des jeux, etc. Et puis on a beaucoup développé la verticale e-commerce aussi à cette époque, qui était naissante, et c'est peut-être nos premiers contacts avec le monde de la relation client, puisque c'était plutôt sur des sujets service client qu'on intervenait, donc les numéros de service client, et derrière les applications vocales qui permettaient de traiter les flux d'appels entrants. C'est une activité qui se développe très bien à l'époque sur un marché qui est en forte croissance, et en parallèle, en 2004, on décide de lancer une business unit sur des produits packagés que je prends en charge moi. Et donc là, on parle au contraire d'une cible vraiment small business, des organisations de 1 à 10 collaborateurs, à qui on va vendre une application vocale qui a été packagée, contrairement à celle qu'on vend à nos autres clients, qui est complètement sur mesure. À chaque fois qu'on vendait un service, il était développé de A à Z. Là, on est sur du service packagé, produit sur étagère, et on va vendre notamment des accueils vocaux dans les entreprises, du type pour le service commercial tapez 1, la comptabilité tapez 2, etc. Et ça se développe bien jusqu'en 2007-2008, date à laquelle on décide de fonder une activité e-commerce. Il se trouve que c'est mon frère qui nous rejoint à cette époque pour fonder une filiale qui s'appellera Axiatel. Mon frère, c'est un ancien du monde du e-commerce. Il vient à l'époque, il sort du groupe Pixmania qui a connu une magnifique ascension dans les années 2000, et il vient développer à la demande de mon père, donc qui est le fondateur de la société, cette activité e-commerce qui marche très fort, qui prend son essor dès 2009-2010, et qui sera vendu à un groupe américain qui s'appelle J2 Global, qui est l'ultra leader sur ce marché en 2015, mi-2015. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti ce besoin de diversifier l'activité en 2008? On a ressenti tout simplement le besoin de continuer à se développer, et même si on était sur un marché qui était plutôt porteur et on se développait à un rythme qui était tout à fait honorable. On est une société sur fonds propres, on est indépendant, il n'y a jamais eu d'actionnaire externe chez Axialis. C'est un actionnariat qui a toujours été familial et managérial. On avait envie effectivement d'explorer d'autres manières de se développer, et à un moment donné, quand tu es dans les années 2000, le e-commerce, ça paraît quand même assez évident et surtout très attractif, et on avait beaucoup de discussions avec mon frère qui lui
vivaient le e-commerce au quotidien et nous disaient mais il faut absolument vendre en ligne. On lui disait non mais t'es gentil, on vend en ligne mais nous on rencontre des vrais gens, il y a des contrats papier qui sont signés et donc on était à la fois on le prenait un peu pour un dingue et en même temps on savait bien que quelque part l'histoire lui donnait raison et on avait envie de voir comment il fallait faire quoi. Donc on s'est lancé dans l'aventure avec lui et il a magnifiquement développé cette filiale en très peu de temps puisque chez Axialis, pour te donner un ordre de grandeur entre la mère et la fille, chez Axialis on était une trentaine de collaborateurs et Axiatel au bout de 4-5 ans ça représentait une centaine de collaborateurs. Donc ça s'est très bien développé, ça faisait 70% de son chiffre à l'international, sans avoir de bureau ailleurs que sur notre siège parisien. 30% de son chiffre qui était fait en Italie et la même chose en Espagne. C'est rigolo parce que c'était une espèce de caricature de start-up à l'intérieur d'un groupe qui était beaucoup plus traditionnel. Donc il y avait aussi parfois un peu le choc des cultures dans les bureaux, si bien qu'à un moment donné, quand les équipes se sont beaucoup développées, on a déménagé pour se mettre sur deux étages séparés et pour que chacun puisse vivre sa culture managériale. Donc là, l'entreprise, elle a évolué. Donc en 2002, tu rejoins. En 2008, vous lancez la partie e-commerce qui fait un très beau succès. En 2012, à peu près, tu entres en directeur général adjoint justement dans cette entreprise et justement, tu te rends compte de certaines choses qui t'amènent, lorsque tu reprends vraiment la direction générale du groupe et que tu rachètes une majorité des parts en 2015, ça t'amène à vraiment repenser le métier du groupe en fait. Comment ça s'est passé un petit peu ce côté-là ? Pourquoi est-ce que tu as voulu vraiment changer le métier du groupe ? Est-ce que c'était difficile aussi ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette période-là ? Donc effectivement, en 2012, je prends un peu une nouvelle casquette qui est celle... alors j'avais une casquette surtout direction commerciale et marketing à ce moment-là, et j'endosse une nouvelle casquette qui est celle des relations institutionnelles. Et je rejoins une association qui à l'époque s'appelle SVA+, qui depuis a fusionné avec une autre association qui s'appelle l'AF2M, qui est une association qui fait de l'autorégulation, un rôle notamment vis-à-vis des recommandations déontologiques qu'elle rédige sur notre marché, le marché des numéros spéciaux qu'on appelle à cette époque-là les numéros SVA, pour services à valeur ajoutée. Et je rejoins cette association en 2012, je participe aux réunions, je me rends compte assez vite de la richesse de cette participation et des rencontres que j'y fais qui sont très intéressantes, qui me permettent de mieux comprendre, de mieux appréhender le marché dans lequel on évolue. Et au bout de quelques mois ou un an maximum, il y a un changement de gouvernance dans l'association et j'ai l'occasion de me présenter pour en prendre la présidence. J'ai la chance de me faire élire à ce moment-là et de présider un conseil d'administration dans lequel il y a toutes les plus grosses sociétés du marché, que ce soit Orange, SFR pour la partie opérateur, TF1, France Télévisions pour la partie éditeur de services, Voyage SNCF, etc. Bon. Et tu étais président de ce conseil-là ? Et j'étais président de ce conseil d'administration, donc il y avait un petit poussé au bout de la table qui s'appelait Axialis. Là, sur le plan plus perso, c'était rigolo parce que c'est une association qui était essentiellement composée de juristes. Les gens, ils avaient des titres de directeur des affaires juridiques dans leur boîte respective. Moi, j'étais plutôt le commercial de la bande et pendant les réunions, alors je peux le dire maintenant parce que je pense que ça s'est largement vu déjà à l'époque, mais j'écoutais d'une oreille et puis je rédigeais mes propals de l'autre sur mon clavier pendant qu'il y avait des discussions. Alors ça m'empêchait pas d'assumer mon rôle de président et d'arbitrer les décisions quand il le fallait, mais il y avait un petit décalage humain entre les gens qui participaient à ces réunions et moi. Néanmoins, ça m'a énormément enrichi, j'ai fait des super rencontres et donc effectivement ça m'a permis de voir un certain nombre d'évolutions un petit peu en avance arriver sur le marché. Et notamment, c'est un marché qui est très attaqué par des fraudeurs, par des gens qui cherchent à profiter du système. Comme moi, je suis sûr que tu as déjà reçu des dizaines de fois des SMS pour te dire que tu avais gagné un voyage et qu'il fallait rappeler un numéro payant. Rappelle pas, il n'y a pas de voyage derrière, Clément, désolé de te décevoir. Donc en fait, ça abîmait de plus en plus le marché. Les usages que les clients pouvaient en faire étaient de plus en plus restreints. Et donc on s'est retrouvé avec un marché qui était déjà très attaqué sur sa valeur ajoutée et donc sur ses marges. Je te
parle d'un marché où à une époque, dans les années 2000, on pouvait faire des 30-35% de marge brute. En 2015, quand on faisait 5% de marge brute, on était super content. Donc c'est devenu un marché de commodité avec des usages qui diminuaient à cause des contraintes réglementaires. À un moment donné, on s'est posé et on a acté le fait que ce marché ne pouvait pas être celui sur lequel on tablait pour l'avenir d'Axialis. C'était un marché qui par ailleurs était assez peu prédictible en termes de chiffres, puisque le modèle économique était assis essentiellement sur de la minute, c'est-à-dire de la consommation variable, et tu ne sais pas au début de l'année quand tu rentres un client ce qu'il va rapporter comme chiffre. Et puis par ailleurs, c'est du variable et c'est pas du fixe, donc c'est aussi compliqué parfois à gérer pour tes investissements, pour les investissements qui servent ton développement futur. Donc il y a d'abord ces éléments-là de marché qui en 2015 nous amènent à nous poser des questions sur notre cœur de métier. En parallèle, je te parlais de la filiale Axiatel que mon frère a développée et qu'il a vendue à un groupe américain, donc ça occasionne une remontée de cash. Et puis enfin, mon père manifeste à cette période son envie de prendre du recul par rapport à la direction opérationnelle. Ça faisait déjà un certain nombre d'années qu'il l'exprimait, mais là il l'exprime avec plus de fermeté en disant moi les gars, c'est pas aujourd'hui que j'ai envie de me lancer dans un nouveau métier, un nouvel écosystème qu'on connaît pas, donc je vous laisse la main. Et donc effectivement, on reprend la direction générale à ce moment-là avec mon associé Nicolas Boug. Et donc on reprend ensemble la direction générale avec une organisation un peu bicéphale. Lui va être le CEO, c'est-à-dire il est à la fois en charge des aspects conditions opérationnelles et puis des équipes techno, aussi bien la partie développement que la partie admin réseau, qui est très importante dans notre métier. Et puis moi, de la partie plutôt business, stratégique et aussi un peu RH, parce que c'est un peu mon dada, la construction des équipes et l'humain, on va dire, dans l'organisation en général. Après 20 ans, vous décidez de vous réinventer complètement. Vous passez de quoi à quoi, concrètement ? En termes de culture, ça n'a rien à voir. Ouais, en termes d'approche, ça n'a rien à voir. On passe d'un métier où, pour vendre plus, il faut recruter plus de commerciaux, à un métier où, pour vendre plus, il faut avoir une organisation extrêmement bien léchée, extrêmement précise, avec un très bon produit à la base, alors que dans notre ancien métier, d'abord on vendait, après on fabriquait le produit. Il faut avoir un très bon produit, il faut avoir un très bon marketing, très orienté lead gen, et puis il faut avoir une organisation commerciale qui est très performante derrière, et un customer success qui fait que tes clients t'aiment et qu'ils n'ont pas du tout envie de te quitter. Au contraire, ils ont même envie de te recommander auprès de leur pairs, et que finalement ça reboucle sur l'acquisition client. Donc si on résume du coup ce qui s'est passé entre 2015 et aujourd'hui un petit peu. On prend cette décision de pivoter en 2015, on commence à imaginer un peu les choses, d'ailleurs parfois un petit peu à côté de la plaque par rapport à ce qui s'est passé dans la réalité, hein. Notamment pour te donner un exemple, on avait imaginé que notre business model serait assis sur deux pieds assez équilibrés, la téléphonie d'entreprise en mode SaaS, et puis la téléphonie pour les centres de relations clients en SaaS aussi. Et on pensait que ça serait deux choses assez équilibrées, qui d'ailleurs seraient sécurisantes pour Axialis. Et en fait, c'est la partie relations clients qui a complètement pris le pas sur la téléphonie d'entreprise, et la téléphonie d'entreprise est venue plutôt en complément et en appui même de la partie relations clients. Donc ça, cette décision, elle est prise à l'été 2015 et on commence à dérouler opérationnellement vraiment ce pivot en 2016. Moi, je me retrouve dans une position un peu nouvelle. C'était quoi ton titre concrètement ? Concrètement, t'étais directeur général ou t'étais autre chose ? En 2015, mon associé Nicolas et moi, on est tous les deux nommés directeurs généraux. Et donc, je te disais, on se répartit la DG, lui sur la partie conditions opérationnelles et techno, moi sur la partie plus business, stratégie, RH. Et on prend le lead, effectivement, sur ce nouveau métier. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis dit, voilà, maintenant, c'est toi le chef, entre guillemets. T'as pas de syndrome de l'imposteur à avoir. Tout chef d'entreprise connaît ça, mais pas que les chefs d'entreprise. Je pense toute personne qui a un rôle où on se tourne vers elle pour savoir quelle est la décision qu'on doit prendre à un moment donné a ce syndrome de l'imposteur. Où on se dit, mais au nom de quoi moi je serais mieux que celui qui me demande. À un moment donné, si on veut être heureux, si on veut que ça avance, il faut être capable de se défaire de ça. Et j'en ai eu conscience assez rapidement et je me suis dit, voilà, je suis dans ce nouveau costume, dans ce nouveau rôle, justement j'ai pas envie que ça soit un costume,
j'ai envie que ça soit moi, parce que j'ai envie que ça me rende heureux. Et donc la première chose que j'ai faite, c'est me fabriquer ma fiche de poste à moi, sur mesure, me dire qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre à faire, qu'est-ce que tu n'as pas envie d'apprendre à faire. Une fois ça fait, comment tu fais pour que ce que tu n'avais pas envie de faire ou d'apprendre à faire, ça soit bien fait par d'autres qui, eux, aiment le faire. Donc il faut tout de suite être tourné vers l'entourage, vers comment tu vas t'entourer et qu'est-ce que tu vas déléguer et à qui. Et donc ça implique à la fois d'être capable de recruter des gens très différents de soi et en même temps avec lesquels on va être capable d'avoir un fit humain fort, parce que c'est cette complicité qui va amener de la productivité. Tu passes d'une entreprise qui est installée depuis des dizaines d'années à une entreprise où en fait vous devez quasiment tout recommencer de zéro. C'est juste que vous avez les moyens pour et l'expérience pour, mais en soi vous devez tout recommencer de zéro. Donc en gros vous effacez tout et vous repartez de zéro. Ça se fait pas comme ça. Mais au final, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, il y a un new Axialis. On refonde. Et d'ailleurs, c'est ce jour-là que je suis devenu entrepreneur. C'est-à-dire que jusqu'à présent, même si je participais à la direction générale de la boîte, voilà, je suivais un leadership. Et ce jour-là, moi-même, je change de mindset en me disant, je suis ce que je suis bon là où je suis bon, je suis pas bon là où je suis pas bon. C'est pas grave. On va avancer comme ça parce que maintenant je suis dans cette position et il faut que ça marche et il faut que ça me rende heureux. Mais du coup concrètement vous avez fait quoi? Vous avez viré tout le monde et puis vous avez embauché tout le monde? Vous leur avez demandé de changer de manière de travailler? Comment ça s'est passé? Pas du tout, effectivement ça s'est fait au fur et à mesure des mois, hein. Ça n'a pas été brutal, mais d'abord on a essayé d'exposer le projet aux collaborateurs, le nouveau projet aux collaborateurs, sachant que la difficulté c'est qu'en parallèle on continue d'opérer notre ancien métier, hein, qui est ce qui nous fait croûter. Donc tu peux pas tout changer d'un coup. Tu peux pas tout changer d'un coup, et puis le but pour moi c'était de garder un maximum de monde, c'est-à-dire d'avoir des gens qui accompagnent ce changement. Je me dis finalement moi je suis capable de l'accompagner ce changement, donc j'espère que dans les équipes les gens vont apprécier aussi cette nouvelle direction. Et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui sont restés. À l'heure où on se parle, il y a plusieurs personnes qui sont là depuis 15-20 ans dans la boîte, hein. En parallèle on poursuit cette activité historique et on lance la nouvelle. Alors de manière très maladroite au début évidemment, on se cherche, on fait des investissements qui sont plus ou moins porteurs, on fait des mauvais, on se trompe beaucoup sur des recrutements notamment. L'équipe commerciale a eu du mal à trouver sa bonne organisation et surtout ses bonnes composantes, si je puis dire. On a eu en 2 ans, alors d'abord juste permets-moi un petit point, c'est que la première chose que j'ai fait, je te disais, j'ai voulu me faire ma fiche sur mesure et je me suis rendu compte tout de suite que j'avais besoin de quelqu'un qui m'épaule et qui soit très différent de moi, et donc j'ai cherché un bras droit du dirigeant et j'ai recruté une fille extraordinaire qui est notre VP Revenu aujourd'hui, qui s'appelle Alexandra Blin, donc qui est avec nous depuis 7 ans, la première collaboratrice de ce New Axialis et qui a mis en place toutes ces années toute l'organisation business, commercial, marketing, avant-vente, voilà, qui a vraiment participé à la refondation de cette partie-là du business. Et avec Alexandra, on en rigole aujourd'hui, mais on a beaucoup souffert de nos erreurs de recrutement sur la partie commerciale notamment. Et en 3 ans, on a vu passer 2-3 équipes commerciales différentes. Alors c'était des équipes de taille modeste, hein, de 3-4 commerciaux à chaque fois, mais où on a vu passer des profils très différents et on a mis du temps notamment à comprendre l'importance des soft skills versus la compétence vraiment technique, c'est-à-dire que on cherchait des gens qui connaissaient le métier que nous on ne connaissait pas, donc on était moins regardant sur la personnalité des gens, et puis c'est une époque aussi où on n'avait pas encore nous-mêmes verbalisé la culture de la boîte, l'ADN de la boîte. Vous passez d'une boîte qui a une mentalité peut-être un peu plus pépère, avec une croissance assez mesurée, etc., à une boîte qui a une mentalité de start-up, hein, très clairement. Ouais. Comment tu fais pour opérer ce changement de mentalité dans tes équipes? Est-ce que c'est possible déjà? Oui, c'est possible, mais ça se fait avec un peu de temps. Il ne faut pas le faire de manière brutale parce que sinon, effectivement, tu risques de perdre beaucoup de gens. Un des éléments fondateurs, effectivement, c'est le moment où on décide de verbaliser. On a mis je ne l'ai pas compris tout de suite, et d'ailleurs, c'est Fred Mezzella qui m'a fait
fait comprendre ça. Je sais même pas s'il le sait, je pense pas. Un jour, on était sur un événement ensemble. On était au Net Manager, qui est une organisation pour les acteurs du tourisme, et on était tous les deux sur un télésiège en train de papoter. Je lui parlais de l'intervention qu'il avait eue le matin même sur la culture d'entreprise, et je lui disais c'est super ce que tu nous disais sur la verbalisation des valeurs, etc. Mais bon, moi, dans ma boîte, voilà, on est une poignée de collaborateurs, on est trop petit, quoi, c'est un peu too much à ce stade de développement, etc. Il me dit pas du tout, il faut absolument que tu y penses avant que vous soyez 100. À partir de 10 collaborateurs, il faut que tu verbalises tes valeurs. Il faut que vous soyez capable de vous faire identifier très clairement quelle est la personnalité de la boîte, quoi. Et effectivement, quand je suis rentré de cet événement, j'ai pris autour de moi quelques managers importants, des piliers, pas que des managers d'ailleurs. Je les ai réunis dans une salle de réunion et je leur ai demandé qui on était. J'aurais expliqué d'abord que je voulais qu'on verbalise, je leur ai expliqué pourquoi, et puis j'aurais posé la question de qui on était. Et on a commencé à balancer des mots-clés et des petites phrases au tableau blanc sur le mur, et puis on est sorti quatre valeurs qu'on a pompeusement, parce que ça fait plus classe, exprimées en anglais, et depuis elles n'ont pas changé. Alors, elles pourraient évoluer, elles pourraient changer, mais depuis elles n'ont pas changé jusqu'à présent, et elles sont régulièrement réexpliquées dans les réunions plénières qu'on fait. Elles sont affichées sur notre site, et on se rend compte de la force de ça en recrutement quand parfois on a un candidat qui nous dit « Moi je postule chez vous parce que j'ai vu vos valeurs, et celle-là en particulier, là ça me parle vachement parce que moi j'ai une expérience comme ci, comme ça ». Ça nous permet de faire moins d'erreurs de recrutement, d'avoir des gens qui nous ressemblent plus, ou en tout cas qui savent où ils mettent les pieds et qui sont potentiellement attirés par ça. C'est important pourquoi les valeurs? C'est important pour la relation que tu vas avoir avec tes partenaires, c'est important pour les gens que tu souhaites recruter avec toi. On en parle souvent, mais à quel point c'est important en fait? Essentiellement pour l'interne, pour les équipes, et pour toi bien sûr. C'est-à-dire que effectivement, tu le relevais tout à l'heure, nos collègues, on vit avec eux. Mais globalement, les gens aiment être ensemble, et ils aiment être ensemble parce qu'ils partagent des valeurs, parce qu'il y a un fit sur cette manière de vivre leur vie, de vivre leur taf, sur la bière qu'ils aiment prendre ensemble en sortant du boulot le soir. Voilà. Et ça, on le fait d'abord pour le plaisir. Moi, mon objectif dans l'aventure entrepreneuriale, c'est d'abord de prendre du plaisir. Certes, comme tout chef d'entreprise, j'aimerais bien être riche un jour, mais c'est d'abord de prendre du plaisir. Si j'arrive jamais à valoriser la boîte, mais que toute ma vie dans cette société, j'ai pris du plaisir, je considérerais que j'aurais réussi ma vie professionnelle. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même certains stades dans la vie d'un entrepreneur où tu es obligé de faire le choix entre le bonheur ou la performance. Et quand tu es vraiment au début, etc., en fait, le bonheur, tu peux un peu le ranger de côté parce que ça ira pas plus tard peut-être. Mais au début, tu es obligé d'aller à la performance et de chercher le plus haut possible. C'est sûr qu'il y a des moments où il faut s'arracher. Il y a des moments qui sont plus durs que d'autres, il y a des journées qui sont plus longues que d'autres. Il y a des moments où on souffre. Mais c'est la vie en général, pas que dans le travail. Quand tu veux obtenir quelque chose, quand tu fais du sport, tu sais que si tu veux prendre du plaisir dans un sport, il y a des moments où il faut que tu te fasses violence pour passer des stades et in fine prendre du plaisir. La focale qu'il faut adopter, c'est un peu celle de la vue globale qui te permet de dire ok, là c'est cette année, il y a eu le premier trimestre, c'était difficile, on s'est arraché, on a beaucoup souffert, les équipes ont souffert, etc. Mais globalement sur l'année, on s'est éclaté, les équipes ont pris beaucoup de plaisir. Et donc ça, tu peux le placer à différentes gradations. Mais je pense pas que tu puisses durablement opposer la performance et le bonheur. Et je pense même que le bonheur est un facteur de performance. Les équipes qui travaillent bien ensemble parce qu'elles s'entendent bien, parce qu'elles se marrent à la machine à café ou à la pause déjeuner, elles produisent de meilleures performances que celles qui se font la gueule, qui s'entendent pas, qui ont aucun lien personnel. Et c'est pas un calcul froid que j'ai fait, c'est plutôt une constatation a posteriori. Moi, j'ai voulu mettre ce plaisir au centre de la culture d'entreprise parce que c'est ce que je suis. Moi, je considère que la vie, c'est pas une punition. Voilà, je suis né pour être heureux, je suis pas né pour être malheureux. Donc il faut que je trouve le chemin
de mon bonheur dans la vie. Et donc ça me faisait plaisir de faire les choses comme ça me faisait plaisir de voir des gens prendre du plaisir, se marrer, sourire. Et moi, c'est aussi pour ça que j'aime bien être au bureau, parce que voilà, j'aime bien faire marrer les collaborateurs, déconner avec eux, etc. Et j'ai constaté a posteriori, je me suis dit, ouais, mais en fait, mais c'est un truc qui amène de la performance business, ça. Mais je ne l'avais pas pensé comme ça. C'est vraiment une constatation a posteriori. Donc je suis à peu près convaincu que tu prends les meilleurs. C'est un peu comme le PSG, tu vois. Tu prends les meilleurs joueurs de la planète, tu les mets dans une équipe. Il n'y a pas le lien qu'il faut entre eux. Ça ne marche pas. Tu vois, il n'y a pas une âme, il n'y a pas une identité commune. Et ben ça ne marche pas. Et du coup, si on termine sur les valeurs, est-ce que tu peux nous citer du coup les 3-4 principales valeurs de ton entreprise? Donc la première, c'est no pleasure, no business. La deuxième, c'est for customer with love. La troisième, c'est personal commitment, team play. Et la dernière, c'est grow up or go home. Ce qu'on pourrait traduire par ambition. Progresse, évolue, avance ou rentre chez toi. Donc là, on arrive quand même vers la fin de l'histoire de Axalis, du moins son histoire récente, c'est-à-dire qu'un groupe qui existe quand même depuis 25 ans, fondé en 1999, tu l'as rejoint en 2002, qui change totalement de paradigme en 2015-2016. Comment ça s'est passé du coup après ce changement? On a parlé beaucoup du changement, de comment ça avait évolué, mais concrètement de 2016 à 2023 aujourd'hui, comment ça a évolué? À la base, on va revenir sur des trucs hyper rationnels et terre à terre, c'est qu'il y a un changement de business model qui est radical. On rappelle pour l'audience, business model, manière avec laquelle on gagne de l'argent, tout simplement. Et donc, on gagne de l'argent de manière complètement différente de la précédente, puisque avant, je te disais, on avait un modèle d'opérateur telco qui était assis essentiellement sur une rémunération variable liée à la consommation de minutes télécom, où tu sais pas au début de l'année ce que ton client va générer comme chiffre d'affaires à la fin de l'année. Et d'ailleurs, ça peut s'arrêter du jour au lendemain si le client, tout d'un coup, ne fait plus la promotion des numéros que tu lui as vendus. Il n'y a pas d'engagement forcément de volume, etc. Dans les belles années de ce métier, on faisait 35% de marge brute. En 2015, on était plutôt sur 5%, donc on était clairement arrivé dans un marché mature, un marché de commodité, sans plus aucune valeur ajoutée. On bascule sur tout l'inverse, l'écosystème du SaaS, avec donc une grande prédictibilité, puisque tu signes des contrats qui sont essentiellement assis sur ce qu'on appelle du MRR, c'est-à-dire le Monthly Recurring Revenue, le chiffre d'affaires qui est engagé et qui est récurrent avec tes clients. Donc tu sais, quand tu signes un client avec un engagement de 24 ou 36 mois, tu sais ce que ce client va te rapporter au minimum sur ces 24 ou ces 36 mois. Donc ça te permet d'envisager beaucoup plus sereinement les investissements que tu vas faire pour développer ton équipe. Par ailleurs, en termes de marge, le SaaS, on parle plutôt de niveau de marge aux alentours de 80% de marge brute. Donc on est aussi sur un marché qui est beaucoup plus rémunérateur. Alors ça demande aussi beaucoup plus d'investissement, hein, mais disons que comme on est dans la prédictibilité et que tes clients, finalement, tu n'as pas besoin de manière régulière de leur revendre le service, puisque si en customer success tu te débrouilles bien, que ton client il apprécie ton produit, il apprécie la relation qu'il a avec tes équipes, il reste plus longtemps que l'engagement minimum. Nous, nos clients en moyenne, ils doivent rester de l'ordre de 6 ans, et encore on n'a pas tant de recul que ça, puisque ça fait 7 ans qu'on fait ce métier, mais on a eu des taux de churn, je peux pas être trop précis là, mais on a eu des taux de churn qui étaient vraiment très très performants ces dernières années. Taux de churn, on rappelle un petit peu ce que c'est. Le churn, c'est l'attrition, les clients qui s'en vont. Donc on a eu des taux de churn extrêmement faibles, ce qui fait chaud au cœur, parce que ça veut dire qu'on délivre un service qui est de qualité et que les clients sont heureux avec nous. Et c'est le sens de notre valeur for customer with love, hein. On met une implication affective avec nos clients, donc c'est important pour nous d'avoir ce marqueur, de savoir s'ils sont aussi heureux que nous dans cette relation. Qu'est-ce que vous vendez maintenant ? Parce qu'avant, c'était totalement différent. Bien sûr, c'est vrai qu'on n'a pas encore détaillé la chose. Donc nous, on est éditeur d'un logiciel, d'une suite logicielle qui sert principalement les services clients au niveau de la téléphonie. On a un logiciel qui permet de gérer les flux voix,
sur les centres de contact et qui va venir s'interfacer dans les logiciels métiers utilisés par ces services clients. On est ce qu'on appelle un best of breed sur ce marché. Best of breed, c'est-à-dire qu'on n'a pas la volonté d'opérer plusieurs canaux, on n'a pas la volonté d'être multicanal ou même omnicanal, de faire le mail, le chat, les réseaux sociaux, WhatsApp, etc. On a la volonté de faire un seul canal qui est celui de la téléphonie, qui est un canal un peu particulier parce que la voix, c'est un canal chaud et si tu as une micro-coupure, potentiellement c'est un plateau de 400 téléconseillers qui tombent instantanément. Quand tu as une micro-coupure sur du mail ou sur du chat, ça a beaucoup moins d'impact. Et c'est aussi là que rentre en ligne de compte notre compétence d'opérateur télécom, notre expérience donc de plus de 20 ans d'opérateur télécom et l'importance de cette double casquette. Et donc on veut surtout pas aller s'éparpiller à opérer d'autres canaux et en plus à risquer de cannibaliser des acteurs qui sont nos partenaires. On fournit à ces marques, à ces annonceurs qui évoluent dans des secteurs d'activité très variés. On a beaucoup de clients dans le travel, dans le e-commerce, dans le retail, dans l'assurance. Voilà, on adresse vraiment des mondes très distincts. Ça donne peut-être un exemple de client peut-être assez connu. Ouais, bien sûr, même plusieurs si tu veux. Même si on n'est pas là pour faire la promo d'Axialis. Ouais, dans les transports, on bosse pour SNCF Connect, effectivement. Donc c'est en fait, si j'appelle SNCF Connect avec le numéro, le répondeur qui va me rediriger, ça a été fait par votre logiciel. Oui, absolument. Alors en fait, effectivement, ce que tu peux voir toi en tant que consommateur, c'est ce service vocal qui va gérer la file d'attente, qui va t'orienter vers la bonne file de compétences. D'ailleurs, parfois tu ne le vois même pas, c'est-à-dire que c'est fait de manière transparente. Alors j'ai pas forcément en tête le fonctionnement du service de ce client, mais il y a des clients qui, avec simplement le numéro de mobile depuis lequel tu les appelles, ils savent que tu viens de passer une commande pour un canapé et donc ils t'envoient directement sur la bonne file de compétences et c'est là qu'on rentre dans l'envers du décor de ce qu'on fournit et qui a beaucoup de valeur à nos clients, ce qu'on appelle le CTI, le couplage téléphonie informatique, où là tu vas avoir la remontée de la fiche client et on va voir que Clément effectivement il a une commande en cours de canapé qui a 3 jours de retard dans sa livraison, donc il appelle probablement pour savoir où est-ce qu'en est son produit et on va tout de suite avoir les bonnes infos à lui donner. Et puis ça c'est pour le téléconseiller, mais il y a aussi l'aspect pour le superviseur qui lui va voir que son téléconseiller est en ligne avec Clément, il va même pouvoir l'écouter en direct, il va pouvoir lui chuchoter quelque chose dans l'oreille parce que Clément il vient d'arriver, c'est un petit jeune qui débute sur le plateau d'appel et donc il faut lui filer un coup de main, il est en cours de formation, il va avoir les stats de Clément et de voir que il est beaucoup plus performant que Manon qui met le double du temps pour traiter les appels depuis ce matin. Bref, on va donner les outils au superviseur pour gérer son équipe. Puis on va aussi donner les outils aux administrateurs du service qui eux vont avoir besoin de faire de l'analytics sur des données à froid, leur permettre d'avoir à disposition des tableaux croisés dynamiques ou même de faire de l'extract de données brutes pour injecter dans leurs outils de BI par ailleurs. Ça fait combien d'appels, on va dire, tous les jours que vous traitez avec ce SaaS ? C'est des centaines de millions d'appels par an qui sont traités avec le logiciel d'Axialis. Est-ce que c'est indiscret de demander peut-être l'ARR ? Donc l'annual recurrent revenu. Ouais, c'est indiscret parce qu'on publie pas encore nos chiffres. Vous publiez pas encore ? Non, okay, ça marche. On publie pas encore on nos va chiffres. Garder confidentiel alors. Mais depuis le lancement, on a une moyenne d'environ 40% d'ARR chaque année. Peut-être une petite traduction de ce que veut dire 40% d'ARR. 40%, ça veut dire faire presque une fois et demie tous les ans ce qu'on faisait l'année précédente. Donc en gros, tous les ans, tu fais fois 1,5 sur ta croissance. À peu près, ouais, en moyenne. Actuellement, on parle d'un ordre de grandeur de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Aujourd'hui, au moment où on tourne cette interview, on est en 2023, bientôt 2024. C'est quoi ta vision ? Tu vas aller où ? On a fait énormément de progrès ces dernières années et qui nous ont fait prendre conscience qu'on en avait encore plus à faire pour être vraiment fort sur notre marché. Et quand je dis notre marché, je parle de ce produit en particulier, ce SaaS de téléphonie pour la relation client, mais aussi notre marché domestique. Évidemment, quand on est une société comme la nôtre qui se développe gentiment, qui a de bons résultats, qui a surtout une indépendance financière complète, on n'a pas de fonds nous, on est chez nous, on joue avec notre argent, on est rentable et très rentable. Forcément, il y a plein de gens qui viennent te voir, qui veulent te faire lever des fonds, qui veulent te faire aller à l'étranger, à l'international. Bref, je considère qu'on n'est pas encore suffisamment fort
pour ce faire. Et donc, moi, mon but, c'est de continuer de nous professionnaliser à tous les niveaux, avant de me dire, si demain je vais à l'international, quand je vais mettre 1 euro sur la table, je veux qu'il soit rentable. Parce que les erreurs qu'on fait sur son marché domestique, on peut parfois les compenser par la connaissance qu'on a de la culture du pays, de la culture de l'écosystème, du réseau qu'on va avoir. C'est évident que quand on s'est lancé sur ce marché, même si on faisait plein d'erreurs en parallèle et on se cassait les dents et on apprenait à chaque fois qu'on se cassait les dents, et ben, en parallèle, je m'activais comme un fou pour trouver des prospects dans mon réseau. Et donc, je passais ma vie dans des cocktails networking, je passais ma vie à appeler des copains, à me faire mettre en relation. Et au tout début, 90% des clients, ils viennent de mon réseau. Ça, si demain, on va en Espagne, moi, je connais personne en Espagne, donc je parle même pas espagnol. Donc ça va être beaucoup plus compliqué. Alors évidemment, il y a des manières de faire pour compenser ça, mais je considère qu'aujourd'hui, on n'est pas suffisamment fort, on n'a pas suffisamment rodé l'organisation pour être 100% efficace quand on va adresser un marché qu'on connaît pas, sur lequel on n'a pas la connaissance de la culture. Ben, merci beaucoup en tout cas, Michael. Merci à toi, Clément. Pour cette interview. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur YouTube, à laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous retrouverez l'intégralité des épisodes d'Esprit Entrepreneur sur notre chaîne YouTube et sur notre plateforme de podcast préférée. Vous allez également retrouver en exclusivité des extraits shorts en fait, qui n'ont pas forcément été tournés dans cette interview sur TikTok, Instagram et YouTube Shorts. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Salut à tous, c'est Mickaël. Salut Clément, merci beaucoup.